Alors, bonjour à tous. Je suis présentement avec Monsieur Éric Dudois, docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre background. Qu'est-ce qui vous est... De quelle façon est-ce que vous êtes amené à travailler avec les personnes qui ont eu des expériences de mort provisoire ou mort imminente? Fait que peut-être dans un premier temps, parler un petit peu ce que vous faites, puis ce qui vous a amené vers ça, en fait. D'accord. Ce que je fais, c'est tout bête. Je travaille en soins palliatifs et en oncologie médicale à la Timone à Marseille. Et depuis 18 ans, j'accompagne des gens de vie à trépas. Et donc, de manière toute naturelle et depuis fort longtemps, je me suis intéressé à ces histoires-là, d'expériences de mort imminente et de choses analogues. OK. Et qu'est-ce qui fait, est-ce que vous avez été intéressé par ça? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de particulier dans votre vie? La chose particulière, ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est d'avoir lu un livre de Daniel Meroy. Je crois qu'il ne faut pas lire ces livres. Il faut arrêter. Donc j'ai lu ce bouquin quand j'étais adolescent. Et après, j'ai fait théologie, après j'ai fait de l'ethno, puis de la psychopatho. Et le fait de lire ces livres m'a toujours questionné sur le fait que, vraisemblablement, ou peut-être, pour moi en tout cas c'est une certitude, on a plusieurs vies. Et donc tout naturellement, je me suis intéressé par rapport à mon métier à tout ce qui était les expériences de mort imminente. J'avais lu le bon vieux docteur Moody, etc. Uh-huh. Et puis après, Sonia Barkala était venue dans le service, tourner un documentaire. Ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Monsieur Charbonnier, enfin des gens très très intéressants, très attractifs en tout cas pour la pensée et pour se poser des questions essentielles et commencer à se dire mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc l'idée toute simple, ça a été de dire ok, les EMI, les expériences de mort imminente, ça existe, il n'y a pas de souci, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais. Et donc avec une dame qui s'appelle Iliane Lheureux, qui est fondamentale dans cette recherche-là que nous avons fait, puisque c'est elle qui a eu le toupet, le culot, qui a osé donner un film de Sonia Barkala à un patient pour qu'il en dise quelque chose. De fil en aiguille, on a monté une recherche. Dans cette recherche, on a montré qu'effectivement, comme l'avait dit déjà Kenneth Ring il y a bien longtemps, que de lire des récits d'expérienceurs ou de connaître ce qui se passait au niveau des EMI, etc., ça permettait de descendre le syndrome anxio-dépressif. Ça permettait d'avoir, peut-être pas une mort sereine, n'abusons pas, mais au moins une mort avec beaucoup moins d'anxiété et de désarroi. Et surtout d'établir un lien entre la famille et le patient sur et au sujet de cette mort, sans qu'il y ait trop d'affects négatifs, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, en gros. OK. Et qu'est-ce que vous direz que ça vous apporte de faire ce type de travail-là, au niveau humain, dans votre vie? Au niveau humain, c'est le bonheur. J'ai la chance de vivre 1000 vies en une. C'est ça, d'être psychologue, etc. Et de découvrir vraiment la beauté de l'humain. Parce que sa beauté à l'humain, lorsqu'il est dégagé des affres sociétales, c'est la vie de tous les jours, les petites choses. Et de se rendre compte combien elles sont importantes, ces petites choses, combien elles nous fondent. Et combien on peut travailler sur soi encore et encore. Et que le moment de la fin de vie, c'est pas un moment où on doit endormir, où on doit oublier. C'est un moment, comme le disait Kübler-Ross, j'aime beaucoup, c'est l'étape essentielle de la croissance. Et un peu comme le disent nos amis bouddhistes, c'est vraiment le moment où il ne faut pas manquer de conscience. Et donc de travailler ça jour après jour, d'abord ça m'aide. Ouais. Et donc en fait, je suis payé à être aidé par des gens qui sont autres que mes patients. Donc j'ai une joie extraordinaire, je ne fous rien de la journée. Je passe mes journées à écouter des gens merveilleux
avec des difficultés, des fois des pleurs, des cris, des moments d'angoisse. Mais ça me demande à chaque fois de travailler humblement sur ce qui se passe là. Et je crois que j'aurai jamais assez autant de merci de tous ces gens que j'ai rencontrés. Ouais. Y a-t-il certaines choses particulières que vous avez apprises justement de vos patients qui vous a vraiment touché ou qui vous a peut-être aidé d'une façon particulière ou marqué d'une façon particulière? Des millions de choses. Ouais. Ce que m'ont appris les patients, c'est c'est d'avoir moins peur qu'eux. C'est assez... Et de me rendre compte que la mort est un moment d'une grande sérénité. Bon, bien évidemment, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a tout ce qui fait dans la norme sociale, on se dit je ne vais plus voir l'autre, les enfants, etc. Mais c'est un moment d'une très très grande sérénité. Et c'est un moment où la vie, elle est avec un grand V. Alors je sais qu'on parle de la mort, mais je trouve qu'on n'est jamais autant plus vivant qu'au moment où on meurt. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Et après, ce qu'ils m'ont enseigné, c'est d'être en posture. En posture. D'être sans arrêt dans cet état de... Je mets des guillemets, d'être en conscience avec eux et d'éviter de penser des âneries. Alors, une chose dont je me suis aperçu au fur et à mesure de ma pratique, c'est que ces moments-là où on est avec les personnes qui sont entre vie et trépas, si on est plein de pensées désordonnées, ou etc., c'est comme si on leur donnait plein d'informations qui les embrouillent, etc. Donc il faut vraiment être calme. Il faut vraiment être vraiment détaché, mais le mot est trop faible. Et là, il peut se passer des choses extraordinaires. Mais quand je dis extraordinaires, ça veut dire qu'elles sont toutes simples. Par exemple, vous diriez? Par exemple, de se rendre compte que l'autre, le patient, celui qui s'en va, peut nous appeler. Il peut nous dire comment il va, qu'est-ce qu'il ressent, comment ça se passe pour lui. Alors c'est vrai que ça paraît étrange, parce que quand je raconte ça à mes amis à la fac ou à d'autres psys, ils me disent que je ferais mieux de retourner sur le divan. C'est en quoi ils ont raison. Mais ça ne résoudrait pas le problème. Le problème étant, pourquoi est-ce qu'on est convaincu d'une chose qui est fausse scientifiquement? La chose qui est fausse scientifiquement, c'est que le cerveau sécrète nos pensées. Pour l'instant, on doit dire « je ne sais pas ». Alors je ne dis pas que j'ai un autre modèle, plus avenant, plus beau, etc. Je suis un simple psychologue, mais en tout cas, si on pouvait éviter de dire des âneries, ça serait déjà pas mal. Et surtout se rendre compte que quand il y a une personne qui passe de vie à trépas, ou lorsqu'il y a une personne qui est inconsciente, il y a des millions de choses, en tout cas, dont elle a une perception. Comment, pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'elle a la perception. Ouais. Et qu'à ce moment-là, on peut continuer à travailler, même s'il n'y a pas de parole. On peut continuer à travailler dans un autre ailleurs, particulier, auquel je me suis habitué. Maintenant, je sais qu'une personne qui est en partance, elle fabrique très généralement un sas. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est un lieu dans lequel je demande l'autorisation de rentrer et on peut discuter. Mais ça demande aussi d'être très, très attentif. Moi, je me sers de choses toutes bêtes que j'ai appris en théologie ou que j'ai appris avec d'autres personnes qui m'ont enseigné la méditation, des choses comme ça. Et là, en ce moment, dans le service, on a un programme de méditation pleine conscience avec une dame qui est extraordinaire, qui s'appelle Régine Janingo, et qui a été directrice au CNRS, qui sait de quoi elle parle, parce qu'elle a travaillé sur le cerveau avec un double doctorat. Et lorsqu'elle est en posture d'instructeur et qu'elle enseigne les patients à méditer, etc., il se passe des choses extraordinaires. Cet après-midi, j'étais avec une dame qui est âgée de 69 ans, qui est d'une beauté intérieure très belle. Elle était prof, parce qu'elle est à la retraite, elle était prof de français et d'anglais, et elle vient de l'Auvergne. Alors, une adoration pour l'Auvergne, elle s'appelle Marité, et là, elle va vraiment pas bien. Et donc cet après-midi, c'était impossible de rentrer en communication avec elle. Elle commençait à faire des pauses respiratoires, etc. Je me suis simplement mis à méditer.
Et au moment où je me mettais à méditer, puisque c'est avec elle que j'avais appris la méditation, avec cette patiente, elle a juste posé ses 2 mains sur elle. Elle a tourné la tête, ouvert un peu les yeux, même s'ils étaient pris dans des brumes, etc. Et j'ai reçu ça comme un message très très beau, très très fort. Et puis après, dans la méditation, ce qui a duré à peu près une 30aine de minutes, la sensation physique très forte qu'elle était là, et cette sensation physique très forte où elle disait « Je sais que je m'en vais. J'ai pas trop de soucis avec ça. » Et c'était assez merveilleux parce que elle était comme si elle était dans une sorte de cocon, comment dire, ça fait un peu bizarre, mais une sorte de truc, vaisseaux spatiaux. Mais je savais que c'était construit par mon imaginaire et par le sien. Mais on est resté une demi-heure et c'était vraiment un moment très 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 fort. Et après, des amis à elle sont arrivés et elle a pu échanger 3-4 mots avec eux. Et elle est repartie dans son sommeil. Puis je l'ai revue après, enfin, avant de venir ici. Donc je l'ai revue en fin d'après-midi. Et là, en fin d'après-midi, elle était vraiment épuisée. Et le contact a été très, très tenu. Je n'ai rien vu, rien entendu, rien d'extraordinaire. La seule chose, c'est que tout est bien. Ça va arriver. Et c'est vrai que je suis parti de l'hôpital donc pour vous rejoindre, avec ça dans le cœur. Donc c'est... Voilà. Même $1 milliard ne remplacera pas ça. Quoique, enfin. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre ceux qui ont une plus grande sérénité à l'approche de la mort puis les autres? C'est quoi la différence entre ceux qui ont plus de facilité peut-être à accepter la mort et les autres qui se battent peut-être davantage? Ceux qui acceptent le plus facilement la mort, c'est les gens simples. Alors ça, si j'avais un témoignage à dire à tout le monde, c'est de redevenir simple. Alors c'est pas la simplicité du bonnet forcément, mais c'est vraiment une simplicité de vie, de revenir à des fondamentaux. Les gens qui ont du mal à partir sont des gens qui ont été soit importants dans leur petite structure familiale, ou les structures de village ou autres, ou des gens qui avaient des acquisitions, des choses comme ça, ou des gens qui avaient un intellect, ils étaient reconnus, etc. Ils ont du mal. Les gens qui partent le plus, j'allais dire, le plus poétiquement sont les artistes. Ils ont on a développé avec un ami qui s'appelle Alfonso Santarpia des recherches avec les haïkus, la poésie des japonaises, les haïkus. Oui. Et c'est vrai que lorsque les gens deviennent poétiques, lorsqu'ils recontactent avec les arts, quel que soit l'art, il y a des choses qui se passent qui sont assez folles. Et surtout une appétence de la vie qui peut faire que l'on s'en va. Je crois que plus on aime la vie, plus on s'en va facilement. Alors ça peut paraître bizarre, parce que socialement, on nous dit le contraire. Mais en fait, on nous dit, l'appétence dont on parle socialement, c'est une appétence objectale. On a besoin d'objets, on a besoin de choses comme ça. Mais le vrai amour de la vie, c'est dans la sensation et dans la perception. Et j'ai vu des gens partir avec des perceptions et des sensations, mais très très belles. Une larme qui coule sur une joue, c'est extraordinaire. Se rendre compte que quelque chose coule sur ce qu'on appelle une joue, et cette chose-là, c'est de l'eau salée, et toutes ces choses-là, c'est un peu moi. Ça, c'est fort. Et dans votre travail, vous accompagnez les personnes en fin de vie. Est-ce que vous êtes amené à avoir des personnes qui reviennent puis qui ont des expériences de mort imminentes également? Pas sur le lieu de mon travail. Parce qu'en oncologie et en soins palliatifs, on utilise des drogues extrêmement puissantes on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais au niveau de la mémoire, en tout cas, ça fout un peu le bazar, comme la kétamine ou d'autres drogues comme ça. Mais grâce à Sonia Barcala et à d'autres, et puis parce que j'avais ouvert une consultation pour rencontrer des gens qui avaient vécu ces expériences-là, oui, j'ai rencontré des gens qui ont vécu cette expérience-là. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un livre
extraordinaire. Il s'appelle Jean-Gérard Dubois. Okay. Il raconte son EMI négative. Il appelle ça terrifiante. Okay. Et alors, il a vécu quelque chose, il faut vraiment lire ce livre extraordinaire. Cette chose qu'il a vécue, c'est tout le contraire de l'EMI positive. Donc vous lisez ça, non seulement vous ne voulez plus mourir, mais alors vous êtes terrifié de chez terrifié. Et ce monsieur, tout seul, il va avec son savoir faire son auto-thérapie phénoménologique et raccrocher à ce qu'est l'amour de la vie. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il témoigne de choses très très vraies. Il a juste une opération, en 2 mots, au bras, et il a fallu faire une anesthésie à la kétamine puisque ce monsieur avait des apnées du sommeil. Je ne dévoile pas le livre parce qu'il faut vraiment le lire. Et il vit quelque chose qui le terrifie, mais quelque chose de puissamment vrai. C'est-à-dire qu'il vit le fait que son moi, c'est fini. Et ça, c'est un livre qui m'a bouleversé. Sur l'autre versant, après, le versant plus sympathique, on a Nicole Dron, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. C'est une dame qui a 70 ans peut-être maintenant, et qui a vécu une EMI assez passionnante, où elle revoit son frère qui était décédé quand il était enfant, etc. Et c'est une dame, elle déborde d'amour, de générosité, et on voit vraiment là que l'EMI, enfin, l'expérience qu'elle a fait, a transformé sa vie. Et ce qui est très très fort avec les expérienceurs, c'est que vraiment, on n'est pas dans le discours, on n'est pas à la fac ou en philo, on est dans l'expérience. Et au cœur de cette expérience, il y a quelque chose qui se révèle. Et ce qui se révèle, c'est vraiment le puissant pouvoir transformateur de l'esprit humain. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup appris d'eux. Et qu'est-ce que vous diriez qui change le plus dans leur vie à ces expérienceurs-là après avoir ce type d'expérience? Ils peuvent plus mentir. Ils peuvent plus mentir? Le poison dans notre société, c'est la peur et le mensonge. Mais tout le temps, on pense que mentir à l'autre, c'est grave. Non. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est structuré comme ça. On ne peut pas ne pas mentir à l'autre. Par contre, il y a une chose dont on doit faire très attention, c'est de se mentir à soi. Et on vit dans un monde inversé où on nous dit qu'il faut être gentil, bien lissé, bien propre, bien socialement, mais qu'on peut vraiment se mentir à soi. Ce que me racontent les expérienceurs, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que socialement, on peut être grand, puissant ou pas, ou etc., ça ne change rien. Par contre, à l'intérieur de soi, il faut savoir qui l'on est. On a tous, comme disait Jung, l'ombre. J'ai une part d'ombre, elle n'est pas plus petite qu'un autre. Je la connais. Je suis ça. Ouais. Je suis un petit être humain avec ses faiblesses, ses bêtises, ses auto-mensonges. Et c'est ça qu'avec amour, je dois corriger. Je ne dois pas changer le monde, je ne dois pas dire à l'autre ce qu'il a à faire ou pas. Je dois changer mon être. Si je change mon être, je change là où je vis. Parce que là où je vis avec mon être. Donc si je me mens à moi-même dans cette maison, je vais polluer cette maison. Donc si j'aime ceux avec qui je vis, il faut que je sois le plus près de ce que je suis pour que cette maison soit saine. Après, socialement, on s'en fout. Enfin, dans la mesure où on ne fait pas trop de bêtises. Oui. Et de ce que vous savez, puis de ce que les expérienceurs racontent, pourquoi on est sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on vient ici, selon vous? Pour aimer. Pour aimer? Je sais que ça fait un peu guimauve, mon truc. Et aimer, c'est tout le contraire de la guimauve. Aimer, ça demande du courage, parfois de l'abnégation, et ça demande toujours de la joie. Et donc, en fait, nous, les humains, j'aimais bien un vieux bouquin, qui s'appelle Le Messie récalcitrant de Richard Bach. Ouais. Et j'aimais bien son histoire à la fin où il faisait dire à son Messie que finalement, le Messie n'a qu'une chose à dire aux humains par rapport à Dieu, c'est « soyez heureux ». Et je me suis rendu compte dans mon travail que si je voulais vraiment mettre quelqu'un dans la mouise, je lui faisais cette injonction, sois heureux. Ah, il était mal.
Alors que c'est ce qu'on doit tous faire, être en joie. Et là où je travaille, même s'il y a des morts, des amputations, des choses difficiles, je chante et je ris. Et je siffle et tout le monde avec moi le fait. Je veux dire, je ne suis pas un être... Et c'est la vie. La vie, elle ne s'arrête jamais. Mm-hmm. Maintenant, ça, c'est parce que j'en suis convaincu intimement à l'intérieur de moi. Scientifiquement, j'en sais rien. Mais après 20 ans de soins palliatifs, quasi, et puis en connaissant Kubler-Ross et tous ceux qui ont fait du palliat, la vie, elle ne s'arrête pas. Je sais qu'on a peur, et j'aurai besoin de quelqu'un qui m'aime, qui soit là. Mais on n'a pas grand-chose à craindre. Diriez-vous que vous êtes certain à 100% qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Ouais. Ça ne m'empêchera pas de faire suffisamment de travail sur moi pour accepter ce passage et de l'accepter en conscience. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et pour terminer, auriez-vous un message à donner? Si vous aviez quelque chose, un message à transmettre pour aider les gens peut-être à mieux comprendre la mort ou à mieux faire face, qu'est-ce que vous aimeriez partager à ce niveau-là? La joie est la chose essentielle au moment de la mort. La joie, c'est pas la joie du ravi de la crèche, ni les bêtises qu'on dit à la télé, soit positif, etc. Non, il faut être congruent avec ses humeurs. Et on peut pleurer et être en joie. Je me souviens, quand ma maman est décédée il y a quelques années, j'ai éprouvé une très grande joie. Ça ne m'a pas empêché, dans le même mouvement, de pleurer le fait que ma maman était partie. Mmh. Et je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur cette condition que l'on dit humaine. J'ai beaucoup aimé l'existentialisme. Je suis un grand lecteur français de Camus, Sartre, etc. Mais les conneries, ça va un temps. Je vais le dire comme ça. Et notre psyché, et ma psyché, prend de l'appétence lorsque je suis triste, pas bien, à mettre un CD de Leonard Cohen et à pleurer encore plus. Mais c'est un réel poison. Et donc, il faut qu'on s'habitue à être heureux. C'est quand même pas compliqué. Donc, ce serait mon message. Il n'y a pas de souci. Super. Éric Dudois, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. C'est moi. Un grand merci. Merci à vous. Je pense que nous avons deux formes de conscience en fait. Mm-hmm. Une conscience que je qualifierais d'analytique, qui nous donne la perception d'être nous-mêmes.